Laissez-moi traiter l'info une minute, là, mais... Euphoria, We Own This City, Prehistoric Planet, Stranger Things, The Boys, The Terminal List, Better Call Saul, The Walking Dead... Ah ouais, non, ça marche pas. Fear the Walking... Non, ça non plus. The Tales of the... Non, ça... Dahmer, ça marche. Et maintenant, le retour à Westeros avec House of the Dragon. C'est ça, du coup, 2022, niveau série? En plus de ce que j'ai pas vu, je suppose. Non, mais on est bien. Il faut le dire, quand on est bien. Comment redorer un blason? Avec cette phrase, on pourrait presque voir double perspective. Mettre en valeur héritage et passé targaryen cher aux spectateurs et faire renaître de ses cendres univers emblématique, mais comme laissé pour mort après le semi-fiasco qu'avait été Game of Thrones saison 8. Mise en scène implacable pour écriture consternante et résultat en demi-teinte, on ne refera cependant pas l'histoire de la série mère. Et au cas où vous auriez un trou de mémoire, sachez que mes larmes, elles, s'en souviennent toujours. Tout ça pour une chiennasse de ses morts, ça fait chier, putain, ça me fait chier. Si on m'avait dit qu'un jour ça deviendrait culte, cette connerie. Cela étant, après un tel final ayant beaucoup fait parler, amenant entre autres à l'annulation d'un spin-off originellement prévu avant House of the Dragon avec Naomi Watts, beaucoup de questions venaient en tête à l'approche de cette série targaryenne. Peut-on croire encore en Game of Thrones? Peut-on regoûter à l'excellence d'une des séries les plus passionnantes de notre temps? Mais aura-t-on également le luxe de s'en émanciper, offrant au public vent de fraîcheur et d'inédit à Westeros? Réponse tout de suite via cette analyse pour une fois générale, et attention spoiler, c'était vraiment très bon. Non, je préfère te le dire. He can keep his tongue. Bon, qu'on se le dise, oui, j'ai adoré ce premier acte de House of the Dragon. Certes très proche de sa grande sœur, mais à la tragédie humaine bien plus intimiste. Tout d'abord, on remarque effectivement nombreuses similitudes avec le contenu d'origine, à commencer par son générique, dont beaucoup regrettèrent l'absence d'une nouvelle identité musicale. En ce qui me concerne, que cela fut grisant d'entendre à nouveau les notes somptueuses de Ramin Djawadi, dont l'ensemble du travail dans cette saison fut également fantastique. Car oui, garder cette iconisation d'un thème culte, tout en offrant générique inspiré de la dynastie Targaryen, offre à mes yeux véritable continuité à l'univers, mais le différenciant sur la forme, de quoi pleinement me convaincre. Et justement, parlons-en de la forme. Car aussi bien dans sa réalisation que sa photographie, riche et soignée, on retrouve là aussi marque de fabrique Game of Thrones. Rythme assez lent, plaçant avant tout désir et autres jeux de dupes des personnages au cœur de l'intrigue, science de la mise en scène chirurgicale, lot de scènes fortes et puissantes arrivant comme un coup de massue porté au spectateur car toujours inattendue ou expéditive, ou encore montage particulièrement habile étant donné la volonté narrative du show, y a de quoi faire. Car oui, c'était peut-être le plus dur, commencer une histoire 172 ans avant les frasques de Daenerys Targaryen. Wow, 2 secondes. Bon, on fait pause 2 secondes là quand même parce que... Daenerys Targaryen. Emilia Clarke. Qu'est-ce que je l'aime cette femme. Et orchestrer celle-ci via multitude d'ellipses au fil du règne Viserys, voyant diverses époques et autres moments forts s'étendre sur plusieurs décennies. C'est la grande force du show, parvenir à rester compréhensible et cohérente, brouillant même parfois les pistes proposées, et ce malgré une structure narrative atypique et délicate. Le tout, bien sûr, sans oublier sexe, trahison, manipulation et séquences glauques et sordides, fer de lance de notre sujet. L'idée étant de sortir le public de ses retranchements, lui faire étudier la profondeur des personnages, provoquer empathie et refuge au sein de cet univers pour, finalement, lui asséner coup de grâce au cœur d'une scène grandiose. Mention spéciale, par exemple, à des accouchements brutaux, à un remake déguisé des Noces pourpres, ou encore, selon moi, à ce qui restera comme l'une des plus grandes scènes, non seulement du spin-off, mais de l'ensemble de la saga. C'est des choses qui arrivent ? Je crois. Mise en place de la tension lors de l'arrivée de Lucerys. Regard noir, démon. Duel au sommet dans les airs. Photographie et esthétique absolument superbe. Sentiment de guerre inéluctable. Style horrifico-gothique et perte de contrôle absolue. Aemond via Vhagar et le spectateur via cette séquence. Voilà comment proposer du grand Game of Thrones. Voilà comment conclure une saison fantastique. Voilà comment sublimer la puissance des dragons tout en installant les prémices d'une chute, celle de la maison Targaryen. Vous l'aurez compris, le nouveau bébé d'HBO se rapproche donc grandement des premiers âges de la série mère. Peu d'action,
Peu de batailles, mais une ambiance, une atmosphère, des enjeux de pouvoir et un chaos inéluctable. Seul bémol, peut-être sur le choix de l'actrice jouant Rhaenyra adulte, certes tout à fait convaincante, mais cassant un peu l'affect que l'on pouvait avoir pour celle-ci plus jeune, d'autant plus quand son évolution subira léger ventre mou en milieu de saison. Mais pour le reste, la réussite est totale. Excite les saisons trop courtes et principalement orientées action, et bonjour à ce qui faisait l'âge d'or de Game of Thrones. Politique, famille, du prix et segment contemplatif. Mieux, l'humain et le cœur ne sont pas en reste. C'est justement là qu'House of the Dragon se démarque. Plus que jamais, nous assistons à un pur drame familial. Tonight, I wish you to see me as I am, your father, your brother, your husband. Et alors on reviendra sur cette séquence plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, hein, mais globalement, Viserys, MVP de la série sans aucun problème, et émotionnellement, que celui qui n'est pas pleuré le dise dans les commentaires. Parce que franchement, moi j'étais pas loin d'avoir la larme, je l'ai eu. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Le déchirement des familles était effectivement arc majeur de la série mère, et vous avez raison. Mais force est de reconnaître qu'avec ce spin-off, les nuances et autres thématiques du genre se veulent plus variées, apportant touches à la fois poétiques, mais aussi glaçantes à leur développement. Parmi elles, nous noterons par exemple l'exceptionnel Paddy Considine, dont l'humanité participera à la réussite du roi Viserys. Affaibli sans être faible, attaché à sa famille, loyal et bien loin des calculs tactiques de la cour, il y a chez lui quelque chose rarement vu dans l'univers Game of Thrones. Une réelle humanité simple et sincère, comme de par sa relation avec sa fille. Ici, ce n'est pas un roi, mais un père qui prend conscience des volontés d'une adolescente, faisant passer son bien-être avant la dynastie de sa maison. Bon alors, je suis d'accord, il respectera pas toujours cette condition non plus, mais on voit bien que c'est un père, même lui, vis-à-vis de ses propres sentiments, de ses propres choix, de sa propre façon de gouverner, est quelqu'un de très attaché à la famille, de très sentimental, de très porté sur l'amour aussi qu'il a envers son frère, l'amour qu'il a envers sa fille et qu'il essaie de développer petit à petit. On le voit par exemple lors de cette séquence où avant que Rhaenyra commence à être un petit peu plus trublionne, il souhaite tout simplement qu'elle choisisse celui qui sera capable de la combler. Make it yourself. Search him out. Find one that pleases you, as I did. Il en sera de même lors de ses adieux, où il fut certes roi n'ayant pas brillé par ses guerres et autres faits d'armes, mais par le sens familial qu'il fut capable d'apporter. Un homme bien plus dévoré par les ambitions de sa cour que par sa propre maladie. Un homme mort d'amour. Mais une façon de régner par le cœur, n'empêchant pas pour autant destin funeste de sa maison. On le devine par sa fille qui, souhaitant récupérer place qui est la sienne sur le trône de façon pacifique, en hommage à son père, verra Lucerys périr dans les cieux. S'en suivra révélation de sa mort et ultime regard caméra faisant comprendre au spectateur tout autant qu'à elle-même que la gentillesse, le devoir et le cœur ne peuvent lutter face à la haine et l'envie absolue de pouvoir. Le ton est donné, silence dans les rangs, l'acte prochain risque d'envoyer du lourd. Et alors là, on va pas se mentir, je pense qu'on a tous vu un petit peu de Daenerys Targaryen là-dedans, hein, avec Rhaenyra, une personne qui a tout perdu, qui voit ses proches mourir les uns après les autres, qui essaie de récupérer son bien de façon pacifique, de la même manière que Daenerys l'avait fait notamment avec Cersei avant, effectivement, de cramer tout Port-Réal. C'est un petit peu la même chose, et ce regard de vengeance qu'a Rhaenyra, c'est plus ou moins le même regard qu'avait Daenerys au moment où elle s'est rendue compte que finalement être gentille et pacifique ne servait à rien. Et à mon avis, c'est pour ça que derrière, ça va y aller sévère. Et l'entourant, comment ne pas discuter Matt Smith, aussi énigmatique qu'attendrissant, aussi fou que professionnel, symbole d'une part d'ombre souhaitant parfois esquisse de lumière. Un homme perdu que son frère semblait pouvoir canaliser, homme dont la quête de grandeur se mêle à envie saltimbanque, mais dont la classe, l'aura et le charisme furent révélatrices d'une chose. Dans le tourbillon Game of Thrones, les plus grands personnages sont souvent les plus torturés, les plus fous, les plus difficiles, et comme condamnés à vivre dans le malheur de par leur malheur. Qu'on l'affirme ensemble, il faudra bien plus qu'une saison pour comprendre un tel développement psychologique, le bougre n'ayant pas encore dévoilé toutes ses gammes, si ce n'est loyauté envers ce qu'il croit ou qu'il aime, et si ce n'est aussi quelques dingueries dont il a le secret. Mais une chose est sûre, la classe, elle, est incomparable. Paye ton flot de dingue. Cette séquence avec Daemon est probablement Vermithor, qui est un dragon qui serait possiblement capable d'affronter Vhagar en termes de taille, qui me laisse justement
La première, l'ensemble de nouvelles espèces de dragons, de nouveaux designs au niveau du dragon, de nouvelles esthétiques qui sont hyper intéressantes et hyper riches. Il y en a énormément et ça, pour apprendre dans le lore, c'est hyper pertinent. D'autant plus quand ils sont aussi bien travaillés visuellement et esthétiquement. Encore une fois, hein, c'est vrai que c'est du grandiose. Et la deuxième, en parlant de Daemon cette fois, c'est que Matt Smith s'est vu couper pas mal de séquences lors du montage final, des séquences qui allaient justement en la faveur de quelqu'un de plus humain, de quelqu'un de plus sentimental. On le voyait notamment en train de soutenir ses filles à la mort de leur mère, en train de soutenir sa femme au moment de la mort de son bébé, en train de pleurer lors de la mort de son frère, etc. Si tout ça a été coupé, c'est peut-être justement parce que les scénaristes veulent qu'on ait peur de Daemon et que ça reste un pur antagoniste, raison pour laquelle ce sera d'autant plus intéressant de le suivre par la suite. Oui, et ce sera le mot final pouvant également être dédié à Alicent, Otto et autres protagonistes percutants et charismatiques. Avec House of the Dragon, l'univers de George R.R. Martin continue de clamer haut et fort son talent pour les histoires de dupes, de famille, de patrimoine et de politique saupoudrée à la violence et la douleur. Une violence bien plus psychologique que physique, et un spectateur embarquant aussitôt dans une image affecte cinématographique, nous voilà obligés de faire un choix et prendre part à un chaos gigantesque, le tout arbitré par des effets spéciaux bluffants et une dynastie n'attendant que de grandir avec nous, avant un effondrement tant attendu. Oui, House of the Dragon a clairement redoré le blason non seulement Targaryen, mais aussi Game of Thrones en seulement 10 épisodes. C'est fort, vivement la suite, mais ça va être long. Voilà donc pour mon avis intégral, ou presque, sur House of the Dragon. Et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre point de vue. Il faudrait une vidéo de 2 heures, c'est pour ça qu'un prochain live est prévu, c'est pour ça que j'ai fait un live aussi sur l'épisode 10 sur la chaîne secondaire, pour justement discuter un petit peu de cette série qui est vraiment excellente. C'est un redorage, même si ce mot n'existe pas en bonne et due forme, de Game of Thrones après une passe forcément difficile. Et alors je vais conclure là-dessus, mais oui, j'avais beau être Team Viserys lors de la saison 1 par rapport à son humanité, là, Rhaenyra, Daemon, vous avez mon soutien intégral. J'ai envie de vous dire plus que 3 fois 1000, comme un prophète un peu célèbre. Au jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...